Donc, comme je le disais, dernière rencontre sous forme de webinaire pour cette initiative, pour une collaboration vertueuse au sein de la filière des services linguistiques. On va vous présenter notamment aujourd'hui toutes les recommandations du groupe de travail. On va y revenir. Et on va, dans un premier temps, très rapidement, vous replacer le contexte rapidement de cette initiative. Euh, il était une fois, comment est né ce projet pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas assisté au précédent webinaire. Il est né aux premières éditions des RTI à Angers il y a 2 ans, donc des rencontres de la traduction et de l'interprétation où j'avais, donc moi je suis Lucie Laval, dirigeante de l'agence Content Tactique, et j'avais proposé à cette occasion à la SFT de mener une action conjointe pour instaurer un dialogue entre agences et indépendants, puisqu'on avait pu constater déjà à cette occasion et on n'avait pas attendu les RTI pour ça évidemment, mais pour constater qu'il y avait des tensions et des incompréhensions entre indépendants et agences de traduction. Et donc le projet est né ainsi, et la SFT s'est rapprochée de l'ACNET, donc syndicat des entreprises de traduction, pour participer au dialogue et mener ce projet dans le cadre d'un groupe de travail tripartite SFT, CNET, Content Tactique. Et le projet s'est lancé véritablement en mars 2024. Et je vais laisser Chiara vous présenter tous les membres de ce groupe de travail présents Ok. aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie. Donc, justement, toutes les personnes qui vont animer la présentation d'aujourd'hui sont les personnes qui ont composé le groupe de travail qui a mené ce projet. Pour vous faire un petit tour de table, je commence par me présenter. Je suis Chiara Castelli, chef de projet salarié au sein de l'agence Content Tactique. On trouve dans le groupe de travail également Maël Blivet, qui est traducteur, rédacteur indépendant, chef de projet indépendant, et qui est également membre de la SCFT. Gaëlle Gagné, qui est traductrice indépendante, également formatrice, et au moment du déroulé de l'initiative, membre du comité directeur de la SCFT. Nathalie Joffre, chef de projet indépendante, traductrice indépendante et actuellement membre du comité directeur de la SFT. Lucie Laval, justement, dirigeante de l'agence Content Tactique, également membre de la Société française des traducteurs et qui était par le passé également traductrice, rédactrice indépendante. Euh, Lucille Munch, elle aussi, qui est dirigeante de l'agence Citron Caviar, et qui était par le passé indépendante et après chef de projet salarié au sein d'une agence. Euh, donc vous voyez que les représentants d'agences dans le panel ont également cette double casquette et ont vécu par le passé des expériences en tant qu'indépendantes. Et Lucille Munch qui est également membre de la Chambre nationale des entreprises de la traduction, la CNET. Donc, vous voyez que on a essayé de réunir autour de cette discussion, donc dans le groupe de travail, toute une série de profils complémentaires pour avoir une vision globale de la filière, de tous les aspects, toutes les problématiques. Et autre point important à souligner, c'est que toutes les personnes incluses dans cette discussion, dans ce groupe, ont sont issues d'une formation de traduction. Donc voilà un peu pour vous présenter l'ensemble du groupe. Merci beaucoup, Chiara. Et donc, nous sommes tous présents aujourd'hui, tous les membres du groupe de travail, pour vous présenter, vous faire un bilan de tout le travail réalisé jusqu'à maintenant. Euh, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y aura au programme aujourd'hui, mais avant ça, nous avions initialement prévu de vous présenter aujourd'hui une charte aboutie. Nous avons revu notre copie sur ce point parce qu'il faudra davantage de temps pour traiter toutes les informations qu'on a recueillies, et on va vous représenter le process et toute la méthodologie qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, nous vous présenterons toutes les recommandations du groupe de travail, tous les constats qu'on a pu faire et toutes les conclusions qu'on a pu en tirer avec des pistes pour la suite. Et on vous présentera en fin d'initiative ce qui va se passer par la suite et comment notamment la CNET et la SFT reviendront vers vous pour la suite de l'initiative et l'émission à terme d'une charte de bonne pratique. Pour aujourd'hui, donc, une rapide introduction, et notamment sur le contexte actuel et sur quelques chiffres que on va pouvoir vous donner pour resituer.
La méthodologie projet, comment il a été mis en place, sa réalisation, quels ont été les résultats, une synthèse des constats et de nos recommandations au niveau du groupe de travail, et enfin la suite, quel avenir pour cette initiative. Et je vais passer la parole à Gaëlle qui va vous parler un peu du secteur. Voilà, merci beaucoup Lucie. Pour revenir un petit peu dans le contexte dans lequel ce projet a pris naissance, vous le savez, notre secteur est ce qu'on appelle atomisé, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'acteurs, mais de taille très, très variable. Et le marché, alors, cette représentation qui est issue d'un rapport de NIMSI, la société d'études de marché NIMSI de 2023, montre qu'on a à peu près un tiers des revenus du secteur des services linguistiques qui est réalisé par la base, qui est l'écrasante majorité en fait des acteurs. 93,6% des acteurs se trouvent dans cette base bleu foncé qui réalise un chiffre d'affaires entre 0 et 100 000 dollars. Ensuite, on a une partie intermédiaire avec plutôt des entreprises de traduction entre 100 000 dollars et 10 millions de chiffre d'affaires. Et puis, tout en haut de la pyramide, 165 acteurs qui réalisent à eux tout seuls 22,8% des recettes du secteur. Donc, on voit une grande disparité, un grand nombre d'acteurs et une grande disparité en termes de revenus. Nous, on a essayé bien évidemment d'ouvrir un dialogue avec tous les acteurs du marché. On avait des représentants de toutes les tailles, y compris dans le petit sommet de la pyramide jaune, puisqu'on avait on reviendra un petit peu sur les panélistes, mais on avait deux intervenants qui représentent des agences qui sont dans le top 100 des agences mondiales. Mais sinon, la plupart étaient donc soit dans la base, soit dans la partie intermédiaire. Ah, Nathalie, t'as pas ton Nathalie, micro. Pardon. Bonjour à tout le monde et merci du temps que vous consacrez et à votre écoute aujourd'hui. Euh, du point de vue des liens entre traducteurs et sociétés de traduction, indépendants et sociétés de traduction, on sait que les liens sont étroits. Ces chiffres de 2022 et 2023 de nos enquêtes SFT montrent simplement que voilà, 46% des indépendants, traducteurs indépendants, réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec des agences. Ça, c'est pour la partie traducteur à gauche. À droite, les interprètes aussi, dans le top 3 de leurs clients, et le client principal sont les agences françaises. Donc, ces données-là sont issues de l'enquête ELIS, European Language Industry Survey, de 2024, puisque c'était le contexte à l'origine, donc au départ du projet. Et on constatait dans ce rapport une baisse d'activité générale pour tous les acteurs de la filière. Donc, on le voit en 2024, il faut regarder surtout les courbes rouges et violettes. Donc, la courbe rouge, c'est le niveau d'activité des agences de traduction nettement en baisse entre 2021 et 2023 pour les entreprises et les agences de traduction. Et pour les indépendants, à partir de 2022, voilà. Donc une baisse d'activité, le même contexte pour tout le monde. Et également une baisse de prix des tarifs constatés là aussi par tous les répondants, parce qu'il faut la spécificité de l'enquête ELIS, c'est qu'il y a des répondants très divers. On a à la fois des acheteurs de traduction, enfin des services qui ont des services internes de traduction. On a des indépendants, des entreprises et des universitaires également. Et tous révèlent en fait une baisse de leurs tarifs entre 2022 et 2024 au moment où on a lancé le projet. Le micro m'a... merci Oui, beaucoup, autant Gaëlle. pour moi. OK. Donc, on constate effectivement sur le marché que les indépendantes et indépendantes sont globalement frustrées pour plusieurs raisons et notamment pour cette baisse de revenus qui est presque généralisée, donc, comme vous le voyez sur ce graphique. Euh, et donc concrètement, voilà, la part des indépendants qui gagnent assez bien leur vie a diminué de 13%, de 13 points, pardon,
depuis 2021, donc d'après l'enquête ELIS. Et donc, il y a un ressentiment qui se traduit, enfin, on le voit tous hein, dans les réseaux sociaux, même dans des bandes dessinées, pour ceux qui connaissent Mox. Voilà, c'est souvent attribué à cette relation, cette collaboration avec les agences, même si on le voit, elles aussi ont connu une baisse de revenus. Merci beaucoup. Alors voilà pour le contexte. On va passer aux objectifs avec Lucille. Oui, donc l'objectif de ce groupe de travail et de cette initiative, c'était justement fort de ces constats qui étaient les mêmes pour les différents acteurs de la branche, à savoir la baisse du marché, l'insatisfaction d'un côté grandissant de la rémunération des indépendants, pardon, et la croissance de la post-édition, justement d'instaurer un dialogue et de travailler de façon conjointe autour de ces sujets pour une collaboration plus vertueuse, justement. Et pour vous présenter globalement comment on a procédé pour construire cette initiative, vous avez un petit schéma qui s'affiche à l'écran. Donc, on a commencé cette discussion, la réflexion sur la série de webinaires sur l'initiative au global en mars 2024. Entre mars et juillet 2024, donc, nous nous sommes réunis avec le groupe de travail, nous nous sommes concertés entre nous pour définir une série de thématiques intéressantes à aborder des différents webinaires. Donc, nous avons préparé ces différents webinaires, nous avons contacté, choisi les panélistes pour chacun des webinaires, nous les avons contactés par la suite. Et ensuite, nous avons donc organisé ces 5 webinaires, en plus de celui qui a lieu aujourd'hui, entre septembre et décembre 2024. Et à la suite de chacun de ces webinaires, on a diffusé des questionnaires individuels que les personnes qui ont visionné le webinaire en question, soit en live, soit en replay, ont pu remplir. Et sur la base de ce qui a été dit au cours des différents débats et ce qui ressortait des questionnaires, on a pu, entre janvier et mars 2025, donc analyser toutes ces données et faire une liste de recommandations sur la base de ce qui avait été dit. Et donc, pour l'instant, on en est là. À suivre par la suite, l'objectif, c'est de rédiger une charte de bonne pratique et ça, on va l'aborder aussi par la suite, c'est la SFT, la CNED qui vont prendre le relais sur cette partie-là afin de pouvoir rédiger une véritable charte de bonne pratique qui reflète les besoins de tout le monde et qui puisse se convenir à tout le monde. Merci Chiara, et c'est d'ailleurs un point sur lequel on voulait revenir. Charte de bonne pratique qui ne sera pas redondante avec les codes de déontologie. Nathalie, si tu veux nous en dire un petit mot. Oui, les codes de déontologie existent déjà. On est enfin, très heureux de les avoir et ils datent pour la SFT en tout cas de 2009 déjà. Ils sont obligatoires quand on veut devenir membre de la SFT. On accepte tous les éléments de ce code. Le code, c'est une pratique individuelle. Là, on a vraiment souhaité zoomer sur la collaboration. Mais il y a bien entendu des éléments du code qui restent très prégnants. Et même quand on réfléchissait à cette charte et à ces axes de recommandés, on avait constamment en tête ce qu'on a déjà et ce qu'on a déjà dans les codes. Donc, on en reparlera. Les codes restent très importants et vous pouvez tous les lire, même si vous n'êtes pas membre. C'est un gage pour de sérieux, c'est un gage de compétences, mais ça reste vraiment axé sur une pratique individuelle. Voilà, là, on veut aller plus loin sur la collaboration et pas forcément établir un nouveau code. Merci Nathalie. Et donc, les sujets qui ont été traités pendant les webinaires, le premier webinaire, c'est poser un état des lieux des défis à relever. Le deuxième était centré sur le brief et le cadrage du projet. Nous avons ensuite parlé des tarifs et de la valeur des services. Le quatrième était centré sur les outils et la montée en compétences. Et le dernier, on l'avait intitulé d'exécutant à partenaire et il faisait une grosse synthèse de ce qui avait été dit et de la posture à adopter de chaque côté.
Et ce qui nous intéressait aussi de savoir aujourd'hui, on est déjà une centaine dans la salle tous ensemble, c'est de savoir parmi ceux qui sont là présents aujourd'hui, on va faire passer un petit sondage, qui avait visionné tout ou partie des webinaires. Donc on va lancer une petite enquête tout de suite qui vient de s'afficher sur votre écran. On vous laisse un petit moment pour y répondre, pour savoir si effectivement la majorité d'entre vous a assisté en direct ou en replay à tous les webinaires ou à un des webinaires. C'est un choix multiple. Vous pouvez cocher plusieurs cases ou à aucun des webinaires, ce qui va nous permettre de vous donner plus ou moins de contexte s'il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à l'ensemble des rencontres. Alors, on doit arriver progressivement à la fin du vote pour les derniers votants. Encore quelques secondes. Et on va pouvoir afficher les résultats. Alors, une majorité d'entre vous qui ont assisté à tous les webinaires, c'est une excellente nouvelle, 54%. Et au premier, donc 20% au premier, 21% au deuxième, 25% au troisième, 12% au quatrième, 10% au cinquième. Donc on voit une belle... vous vous êtes bien accrochés jusqu'au troisième, un petit décrochage à la fin, mais la majorité d'entre vous a assisté à tous les webinaires et merci pour votre suivi. Merci encore à nouveau à tous d'être là présents aujourd'hui jusqu'au bout. Euh, et on va pouvoir enchaîner sur la réalisation, les intervenants, la constitution des panels avec Maël. Alors, on vous l'a dit plusieurs fois, on a vraiment essayé, nous, SFT, Content Tactique et CNET, d'inviter un panel d'intervenants et d'intervenantes aussi diversifiés que possible, aussi bien en termes de spécialité, d'expérience, de type de pratique, donc que ce soit des personnes qui exercent en tant qu'indépendants ou bien des directrices et directeurs d'agence. Ça a été particulièrement compliqué. Donc, effectivement, on a invité donc 10 indépendants, 10 sociétés de traduction et 5 experts donc dans différents domaines, dans d'autres domaines que la traduction, ce qui nous a permis d'avoir justement un regard externe sur nos pratiques et sur les symptômes entre guillemets de la situation du monde de la traduction aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué d'inviter ces intervenants pour plusieurs raisons. Déjà parce que certains avaient peur de venir témoigner et d'être accusés, voilà, de certaines choses. D'autres acceptaient de venir, mais pas forcément d'être enregistrés. Alors, c'était une condition pour nous. Et enfin, d'autres acteurs du marché n'avaient tout simplement pas envie de discuter avec nous de ces sujets. Malgré tout, donc, on a réussi à constituer un panel aussi varié que possible, avec entre autres deux très gros acteurs, au-delà des petites agences, qui elles sont généralement plus enclines à discuter avec nous. On a aussi donc pu échanger avec Apostrophe, qui fait partie, donc qui est 83 sur 100 au classement Newsy en termes de chiffre d'affaires, donc avec plus de 26 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et aussi Versacom, agence canadienne, qui elle est 75e sur 100 de ce même classement Newsy, avec plus de 30, presque 31 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et on peut souligner que ces deux agences qui sont du monde de la francophonie étaient aussi très engagées sur ce dialogue en fait et très intéressées par les résultats. Donc pour montrer qu'il y avait quand même un intérêt aussi pour la démarche du côté des agences. Tout à fait. Et les apports ont été effectivement très variés, tant côté indépendant que côté société de traduction. Et nous avions aussi la volonté d'en faire intervenir sur chaque webinaire un expert extérieur à notre filière pour donner un regard différent sur les problématiques qui nous animaient. Et donc notamment Nicolas Frulinger, vice-président de la FUMT, mais aussi un coach et formateur en négociation commerciale, une donneuse d'ordre qui a l'habitude de commander, de travailler autant avec des indépendants qu'avec des agences, une avocate et un chercheur. Donc on a eu, pour celles et ceux qui ont visionné toutes les rencontres, des points de vue très variés sur l'ensemble des problèmes que nous rencontrons au niveau de la filière.
Si on passe rapidement à la réalisation et à la méthode choisie pour les webinaires, pour celles et ceux qui ont assisté à toutes les rencontres, vous savez qu'on a changé de méthodologie en cours de route. Donc nous avons toujours proposé des tables rondes en distanciel, donc en direct d'1 heure et demie, avec un panel de 5 intervenants et moi pour la modération. Nous avions initialement un chat que nous avons supprimé à partir du deuxième pour pouvoir se concentrer sur la partie Q&R pour récolter vos questions, vos réponses, partie Q&R qui est également ouverte aujourd'hui et dans laquelle vous pouvez d'ores et déjà poster vos questions. Et nous avons privilégié des sondages en direct pour vous questionner sur l'initiative pendant les webinaires et avons diffusé des questionnaires après chaque webinaire pour recueillir vos insights, vos bonnes pratiques, vos conseils, vos ressentis sur la thématique de chaque webinaire. Toute cette matière a servi de matériel pour être analysée pour les recommandations qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Et vous pouvez retrouver en termes de ressources, d'ores et déjà, tous les enregistrements sur YouTube sur la chaîne de la SFT. Et la présentation d'aujourd'hui vous sera également communiquée par la suite au format PDF et sera téléchargeable. En termes de mobilisation, alors c'est vrai qu'on a déjà distribué des merci depuis le début de cette présentation, mais on va le refaire à nouveau. Forte mobilisation de votre part à tous sur cette initiative, avec en moyenne 353 personnes inscrites par webinaire, 204 participants en direct et plus de 1000 vues par vidéo YouTube sur la chaîne de la SFT. Les webinaires qui ont été le plus revisionnés sont ceux qui portent sur les tarifs et la valeur des services, et le dernier sur la posture d'exécutant à partenaire. Mais on a globalement une très bonne moyenne et une cinquantaine de questionnaires renvoyés par webinaire. Donc encore une fois, merci pour votre mobilisation, puisque les résultats que vous allez voir aujourd'hui sont le reflet de tout ce que vous nous avez partagé dans le cadre des questionnaires, dans les Q&R et dans tout ce que les intervenants, qu'on remercie également, ont amené autour de la table pendant les rencontres. Et nous allons passer à la synthèse avec Lucille et Nathalie. Eh bien, déjà, comment on a procédé? On a revisionné les webinaires, donc ça a été un gros travail. Et pour avoir cette perspective aussi bien côté indépendant que côté agence, nous avons créé 2 sous-groupes pour vraiment mixer les points de vue, donc agence et freelance. Et ensuite, on a mis en commun ce travail avant de passer au traitement des réponses au sondage, puisque vous avez été nombreux à y répondre aussi, et que ça a été forcément très intéressant en termes d'apport de constats. Nathalie, je te laisse prendre le relais. Oui, nous avons également souhaité après travailler sur des bonnes pratiques pour les différents acteurs, mais rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait donner des engagements et des axes d'amélioration communs, parce qu'encore une fois, on travaille sur la même chaîne de valeur ensemble en collaborant pour un même client. L'idée est d'avoir une posture professionnelle, éthique, le plus possible, d'aller vers cela et d'y aller ensemble. Donc en fait, nos conclusions, vous allez le voir, sont des recommandations qui sont valables pour tout prestataire de services linguistiques, c'est-à-dire une agence, une société de traduction ou un indépendant, même si au sein des 2 groupes, on peut avoir après des discussions et des points à affiner ensemble, mais c'était un parti pris qu'on a eu. Donc on distingue bien des engagements pour tous, pour n'importe quel prestataire de services linguistiques, qu'il soit organisé en société ou pas. Après, je pense que c'est important ce que tu disais tout à l'heure, que effectivement, les 2 syndicats ont des codes de déontologie et que cette charte de bonne pratique enfin, l'idée, c'était d'avoir un document qui soit différent. Donc, ni un code de déontologie pour les professions individuellement, ni une convention collective. Je pense qu'il y a eu peut-être un a priori sur cette charte et un-
on va dire franchement, un mouvement de panique à l'idée qu'on était en train de négocier des conditions de travail, ce qui n'était absolument pas notre volonté. L'idée, c'était d'avoir plutôt des recommandations pour que la collaboration se passe bien et une compréhension mutuelle bien sûr, des difficultés et des situations de chacun et des rôles de chacun surtout, pour qu'en fait la collaboration entre tous les acteurs de la filière soit la plus fluide possible. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce terme de bonne pratique, enfin, n'hésitez pas là encore à les poser dans le Q&A. euh, pour- enfin, je pense que c'est important de bien préciser cet objectif au départ. Et pour arriver à un consensus, je rajouterais que pour arriver à un consensus, il faut déjà s'entendre sur des constats, c'est-à-dire sur ce qui ne va pas et ce qui va bien aussi. Mais ce qui ne va pas, il y a plein de choses qui ne vont pas. On l'a vu dans vos témoignages, dans les questionnaires que vous avez renvoyés. On l'a vu dans les débats aussi, dans certains webinaires. Et il faut déjà s'entendre là-dessus. Donc, on a passé du temps sur voilà, s'accorder sur les constats et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. En synthèse, on a fait enfin, on a obtenu beaucoup d'infos et on a obtenu des infos sur comment les clients nous voyaient, donc les donneurs d'ordre, les clients finaux, comment ils percevaient notre métier, comment ils percevaient notre organisation, on va dire notre chaîne de valeur. Et on a beaucoup de constats aussi sur comment on fonctionne entre nous, donc ce qu'on a appelé les constats intrafilières. Pour faire un résumé de ce qu'on va détailler un petit peu après, du point de vue des clients, on va parler d'une méconnaissance un peu générale de la chaîne de valeur et du métier en général. Ils méconnaissent l'ensemble de nos tâches et la valeur de ces tâches et pensent, pour certains, qu'on peut être remplacé effectivement par un outil instantané. Euh, donc, il y a une méconnaissance, il faut qu'on travaille sur cette partie-là. Et puis, intrafilière, on va parler d'une relation déséquilibrée, d'un manque de coopération. Donc, c'est plutôt donneur d'ordre dans le sens premier du terme, c'est-à-dire on a des agences qui donnent des missions, mais surtout imposent des conditions. Pas tout le temps non plus, hein, mais il y en a beaucoup. Et ce manque de collaboration, le manque de feedback aussi détruit une partie de la valeur. On va y revenir. Et on observe aussi que du côté des agences, comme du côté des indépendants, il y a un besoin de développer nos compétences commerciales, juridiques, pour travailler mieux ensemble. Donc, si on passe sur la slide suivante, merci beaucoup. Simplement pour détailler un tout petit peu cette synthèse des constats côté client, comme le disait Nathalie, la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont issus de cette méconnaissance de la chaîne de valeur côté client, notamment. Donc, avec quelques bonnes nouvelles quand même, notamment des volumes de texte à traduire qui sont croissants, donc de plus en plus de besoins hein, pour des contenus à traduire et qui sont plus importants que le nombre de professionnels humains. Des clients finaux également qui investissent du temps dans la relation. On l'avait vu avec le cas d'Armel Jacquelot sur un des webinaires avait commencé sa collaboration avec des agences et des indépendants en méconnaissant totalement la chaîne de valeur et qui a évolué au fur et à mesure de ces différentes collaborations pour avoir une connaissance beaucoup plus fine de nos métiers et de ce qu'elles recherchent chez ses partenaires. Donc, une leçon à tirer de ça, c'est que l'évangélisation paye. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si ce travail d'évangélisation, évidemment, est un travail de tous les instants, de fond, et qu'il est toujours nécessaire de remettre des couches et des couches de communication sur la valeur de nos prestations. Mais c'est des choses qui finissent par payer. Dans les constats négatifs, on le sait tous, hein, l'accès à des outils de traduction instantanée que de plus en plus de personnes appellent des traducteurs s'est accéléré avec l'IA, que la valeur des tâches et des prestations est souvent incomprise, que beaucoup de clients finaux ne savent pas à qui s'adresser quand ils sont en recherche de services de traduction, ne savent pas vers qui se tourner pour trouver des contacts, etc. Que certains clients finaux expriment aussi recevoir des traductions euh, de moins bonne qualité et que ça pose pas forcément question.
que des agences bien souvent échouent à obtenir des briefs de la part des clients finaux, de la même façon que les indépendants échouent à obtenir des briefs de leurs clients en général, bien souvent. C'est un problème récurrent. Et qu'enfin, au niveau des tarifs, les prix de vente moyens sont bas et stables, et que c'est évidemment un problème pour se rémunérer. On va passer maintenant à la partie des constats intrafilières. Si tu veux juste rappeler brief, Oui. parce qu'on l'avait défini pendant le webinaire, mais pour ceux qui ont pas participé, qu'est-ce que Oui, tu tout entends à fait. par Sur brief? toute la partie cadrage du projet, donc tous les éléments qui sont fournis dans le cadre du brief pour pouvoir faire correctement son travail. Vous devez tous et toutes être confrontés à ça, le fait de recevoir trop peu d'éléments de contexte, etc., pour pouvoir réaliser le travail correctement et ne pas avoir la possibilité forcément de poser des questions et d'avoir un interlocuteur en face qui peut répondre à des questions. Donc c'est vrai qu'on y a consacré un webinaire entier parce que toute la qualité de la prestation repose aussi sur cette étape du cadrage du projet et du brief. Merci Gaëlle. Oui, cette question est fondamentale et c'est pour ça qu'on a commencé par ces constats extérieurs à nous, à notre filière. Mais moins on en sait sur le projet que le client a en tête, moins on en sait sur pourquoi il nous demande une traduction, moins on travaille correctement derrière. On le sait tous, mais on est souvent victime de cette situation. Et on était surpris, nous, indépendants, d'entendre de la part, dans la bouche de certaines agences qu'elles-mêmes ont beaucoup de mal à obtenir des briefs satisfaisants. Et du coup, on travaille un peu tous à l'aveugle. Si on travaille à l'aveugle, on fait forcément parfois du travail qui tape à côté de la solution que attendait le client. Donc la discussion avec ce client final et obtenir un brief correct, c'est le début enfin, c'est vraiment le premier problème à régler. Maintenant, pour les constats intrafilières, je vais commencer par le positif, par un premier diapo sur ce qu'on a entendu ou les témoignages qu'on a lus qui sont positifs. Donc là, on a beaucoup de témoignages d'indépendants qui nous confirment être très satisfaits de travailler pour des agences. Et ils sont expérimentés parfois. Donc, ce n'est pas seulement non plus des jeunes en début de carrière. Euh, on a des indépendants qui vont jusqu'à signer des contrats d'apport d'affaires avec des agences. C'est-à-dire que l'agence rémunère l'indépendant si l'indépendant lui apporte un client ou une mission. Euh, voilà, ça peut être une langue que l'indépendant ne propose pas, ou ça peut être un client euh, que l'agence n'a pas à chercher à prospecter elle-même. Donc, paye l'indépendant, j'insiste, ça arrive. Mais ça peut être développé. Des agences mettent en place des bonnes pratiques de collaboration. Évidemment qu'on a eu des agences vertueuses qui sont venues parler et elles étaient nombreuses et nous expliquant qu'elles avaient des pratiques vertueuses voilà, pour mettre en avant la valeur d'un indépendant, par exemple, dans l'année, etc. Les liens étroits ont été confirmés, ce dont on parlait dans les statistiques, ben, elles ont été confirmées par nos webinaires. On a souvent les mêmes réalités. Donc, dans certaines agences, c'est exactement là, les personnes sont formées de la même manière. Elles ont une même connaissance du métier. C'est souvent des agences PME, donc petites, moyennes, mais qui travaillent également, sont également sous-traitantes comme nous, indépendants, pour des grosses agences. Donc, c'est ce qu'on appelle les mêmes réalités. Et puis, on a des indépendants aussi qui pilotent leur entreprise précisément avec un suivi de leurs dépenses, de leurs coûts, des encaissements, de leur rentabilité. Et ces indépendants-là, pardon, ont des relations plus satisfaisantes avec leurs agences parce que tout simplement un meilleur contrôle des conditions de travail. Et donc, bah, forcément, il y a aussi eu des constats négatifs sur cette relation déséquilibrée. Alors, un manque de collaboration qui se manifeste par une méconnaissance, en fait, des tâches que réalisent les uns et les autres. Un manque de communication de retour sur le travail ou de communication en amont du projet, ce qu'on disait au niveau du cadrage qui nuit à la collaboration et à la qualité au global de la prestation. Et puis parfois aussi une concurrence déloyale, entre guillemets, c'est-à-dire des traducteurs qui peuvent se tourner vers une agence pour leur confier un client auquel ils ne peuvent pas répondre les besoins et qui ne sont pas rémunérés pour ça. Inversement, des
traducteurs indépendants qui peuvent démarcher des clients d'agences euh, en direct et proposer des prix vraiment très 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 bas. Euh, donc voilà, il y a cette manque de collaboration manifeste. Ce qui est le plus net et ce que vous dénoncez tous, c'est que, enfin, on est très, très conscient de cette réalité, c'est une logique globale de réduction des coûts qui entraîne forcément un climat très délétère. On l'a vu, les prix baissent, ont une tendance à baisser, mais c'est vraiment lié aussi à notre approche et notre démarche, la façon dont on vend ces prestations. Une tendance à vendre des mots au kilo, hein, ce que dénonçait la SFT dans une brochure. C'est le fait de marchandiser la prestation de service, qui est une prestation de conseil, d'accompagnement, et de la réduire en fait à la production de mots et la tarification à l'unité, qui fait que bah, forcément les prix sont tirés vers le bas et masquent surtout la valeur du service qui est véritablement le cœur de la prestation. Tous ont constaté, entreprises de traduction comme les indépendants, que les prix sont vraiment sous pression. Les clients ont tendance à arriver avec un prix très précis. Donc, en gros, il faut arriver à rentrer dans le cadre. Et donc, toute la chaîne de valeur se retrouve sous pression pour faire rentrer un rond dans un carré, entre guillemets. Un peu, c'est lié aussi, la post-édition se généralise et est souvent imposée. En gros, il n'y a presque plus que des missions de post-édition et c'est dommage, surtout quand elle est présentée comme de la traduction rapide et pas chère. Ça, c'est vraiment un problème. Lucie parlait tout à l'heure d'évangélisation. Il y a vraiment un travail pour éduquer les clients sur la réalité de la post-édition et du résultat qu'on peut obtenir avec ça, pour éviter justement qu'on continue à faire croire que on peut corriger une traduction automatique et la rendre passable. Euh, Il y a souvent une dénonciation d'optimisation financière, en fait, ce qu'on appelle les fameux grilles de tarifs dégressifs, cette espèce de comptabilité un peu de marchand de tapis. Bon, bah, ce mot-là se répète, ce mot-là, enfin, les conditions financières sur les indépendants pèsent très lourd. Les délais, les retards de paiement sont en augmentation. Nous, on nous le signale aussi, le service d'assistance juridique de la SFT est souvent sollicité pour des retards de paiement, voire des non-paiements. C'est un problème qui met aussi en danger toute la filière. Sur des petites entreprises, des délais de paiement longs, c'est vraiment très dangereux pour la santé des entreprises et la poursuite de leur activité. On voit aussi le type de plateforme qui attribue des missions de façon un peu automatisée, en gros les enchères, le premier arrivé, premier servi, qui là aussi nuisent à la qualité de la prestation, puisqu'en fait bah, c'est le plus rapide qui clique sur la mission qui la décroche, pas forcément le prestataire le plus qualifié pour l'exécuter. Euh, En miroir, bah, les agences ont tendance à se plaindre d'une baisse de qualité. C'est un petit peu le cercle vicieux là qu'on décrit. C'est effectivement quand on est payé très très peu pour une mission, bah, on a forcément tendance à la faire rapidement et vite et à pas mettre le niveau. Donc c'est tout l'importance de bien comprendre que pour qu'une tâche soit exécutée dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait une bonne compréhension et du donneur d'ordre et du prestataire de ce que ça inclut et que tout soit facturé correctement à toutes les étapes pour éviter justement ces problèmes de couper les coins. On le constate aussi, la dernière enquête ELIS l'a révélé, qu'il y a des traducteurs qualifiés, expérimentés, qui quittent le marché parce qu'ils n'arrivent pas à gagner suffisamment bien leur vie. On voit aussi de plus en plus des agences qui mettent la clé sous la porte ou qui sont rachetées par des plus grosses parce que voilà, ça devient très très compliqué de vivre des services linguistiques. Et donc on avait fait dans le webinaire 3 une estimation du temps, enfin du niveau de rémunération d'un indépendant en se basant
sur des moyennes de productivité. Alors, on avait poussé l'exercice un petit peu loin en prenant la productivité que certaines agences demandent de leurs prestataires. Euh, Puisque là aussi, il y avait des désaccords, hein, qu'est-ce qu'un traducteur peut réellement faire en une journée. Et on constate que les revenus, effectivement, sont bien inférieurs à d'autres professions libérales et professions intellectuelles. Euh, les études révèlent toutes que le fait de travailler majoritairement ou exclusivement pour des agences est fortement corrélé à des revenus insuffisants et insatisfaisants. Donc il y a clairement un problème de partage de la valeur et voire de tarification globale de la filière pour que les personnes soient rémunérées à hauteur du travail fourni et des compétences. Autre point, constat négatif, un manque de compétences commerciales et juridiques. Là encore, en revenant sur les indépendants, c'est souvent difficile de négocier des conditions. C'est un petit peu une approche à prendre ou à laisser. Les conditions sont imposées, alors que pourtant, l'avocate qui était sur notre dernier panel a bien insisté sur ce point. C'est un contrat qui doit être normalement librement négocié entre les parties et surtout au bénéfice des deux parties. Il y a une peur de négocier aussi parce que à prendre ou à laisser, ça veut dire que si j'augmente mes tarifs ou si je refuse certaines conditions, on passe au prochain. Donc une précarisation très forte du sous-traitant. Euh, Il y a une frustration aussi qu'expriment les indépendants de se voir imposer des conditions parce que le client final veut ça pour ce prix-là et dans ce délai-là, donc voilà, faut le faire. Donc en fait, les conditions sont négociées en amont avant même de se concerter d'en discuter avec le prestataire pour voir si c'est même possible. Et du coup, ça inclut une certaine pression qui est très difficile des demandes qui sont très difficiles à satisfaire. C'est un problème qui peut être résolu en formant en fait les personnes qui sont face client, qui négocient avec les clients en direct, qui comprennent bien toutes les étapes de la prestation, tout ce que ça inclut, et pour pouvoir négocier dans de bonnes conditions et pas accepter non plus des tarifs ou des conditions qui ne sont pas acceptables pour les indépendants en bout de chaîne. Il y a des questions aussi juridiques, de connaissance du droit. Alors, c'est pas aidé par le fait qu'on a souvent affaire à des donneurs d'ordre qui peuvent être dans des juridictions étrangères, qui comprennent pas forcément quelles règles s'appliquent et comment et dans quel cas. Mais notamment, j'y reviens sur les délais de paiement, la responsabilité, la propriété intellectuelle du traducteur, enfin, toutes ces notions qui sont quand même au cœur de nos contrats, qui devraient être bien comprises et surtout respectées pour avoir là encore des contrats équilibrés. La question de la protection des données, notamment avec le développement de la traduction, de la post-édition, de la traduction automatique, très important. Et puis, les règles liées au statut d'expert judiciaire. Là aussi, des agences, pas toutes, hein, bien sûr, mais certaines agences qui proposent des services de traduction certifiées doivent être bien conscientes qu'il y a des règles à respecter et que le professionnel qui fait la traduction est le seul qui peut tamponner le document. Donc voilà, des notions de droit à maintenir et à respecter pour tout le monde. Et puis, donc ça, on l'avait vu dans le webinaire 3 avec un intervenant qui était coach en négociation commerciale, l'importance de se former et d'apprendre à négocier et à vendre des services. C'est très différent de vendre des produits à des consommateurs. La vente de services passe par le, un accompagnement et un conseil du client et la mise en place d'une relation de confiance avec ce client qui passe par cet accompagnement. Donc c'est très important de comprendre ça en amont pour revaloriser l'ensemble de nos prestations. Une fois encore, on ne vend pas des mots, on vend une prestation de conseil et d'accompagnement pour la communication interlinguistique et interculturelle. Ce que je voudrais ajouter, Gaëlle, pardon. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Il y a des choses qui bougent, enfin les éléments très importants d'insatisfaction et de frustration grandissante, côté indépendant en tout cas sur la rémunération,
parfois est partagé par certaines petites agences déjà. Et puis, on le voit dans le dernier rapport NIMSI qui est paru cette semaine, qu'il y a des choses qui bougent quand même. Il y a des agences qui se plaignent d'une pénurie de talents. Ça veut dire tout simplement, elles ne trouvent pas, au prix qu'elles proposent, elles ne trouvent pas des talents. Ben, c'est normal. Les tarifs de ces talents-là sont plus élevés, bien plus élevés. Ils préfèrent travailler avec des clients directs. Mais donc, il y a des agences dans le rapport NIMSI disent qui sont prêts à changer leur modèle de tarification. Il n'est plus adapté, il doit être modernisé. C'est dit, c'est écrit dans le rapport NIMSI, qui est comme une boîte de conseil qui travaille beaucoup pour les agences. Donc, c'est positif, ça. Et ça va plus loin, puisqu'on lit aussi dans ce rapport cette semaine que plus de trois quarts des agences de traduction disent qu'elles ont changé leur modèle de tarification homo et ou qu'elles envisagent de le faire. Et donc ça me paraît un élément d'espoir. Et seulement 15% disent que la tarification homo fonctionne encore. Voilà. C'est bien. On y arrive petit On à petit. avance. Merci beaucoup pour tout ce panorama hein, des constats. Donc encore une fois, tous les constats qu'on vous amène aujourd'hui, ils ressortent des discussions qui ont été menées pendant les webinaires, des questionnaires que vous nous avez renvoyés. Donc c'est vraiment toute cette matière qui est sortie, non pas du chapeau, mais donc de tous les échanges qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Et on va vous dévoiler aujourd'hui les 8 axes d'amélioration qu'on a identifiés au sein du groupe de travail suite à l'analyse de toute cette matière. Avec un petit rappel des objectifs, hein, encore une fois, sur cette initiative, on cherchait à créer un espace de dialogue, donc de rassembler autour de la table à la fois des agences et des indépendants, ce qui est un peu historique parce que ça n'avait pas été fait jusqu'à présent de cette façon-là. Et donc l'idée, suite à tous ces échanges-là, ça a été de mener toute une phase d'analyse pour proposer des axes d'amélioration, avec, comme le disait Nathalie un peu plus tôt, un parti pris fort sur ces 8 axes d'amélioration en particulier, de rédiger des engagements communs à tous les acteurs de la filière, donc aussi bien indépendants qu'agences. Donc c'est ce qu'on va vous présenter là tout de suite. Et dans un futur proche, ces engagements seront complétés d'une liste de bonnes pratiques qui, sans pouvoir être nommées comme engagement, viendront compléter le propos parce qu'il y avait énormément de choses qui ont été amenées au fil de la discussion. Donc, on va commencer avec le premier axe, et d'abord les axes en question que sont le partenariat, la communication et la relation commerciale, la négociation et les tarifs, la contractualisation, le brief et le cadrage des projets, la post-édition, les outils à la montée en compétences et la valorisation et de la profession pardon, et des services. Donc, on va commencer avec Lucille sur le partenariat. Oui, donc effectivement, le partenariat qui semble évident au premier abord, mais qui est essentiel aussi de rappeler cette relation de confiance qui doit être instaurée ou en tout cas améliorée entre les traducteurs et les acteurs au sein des sociétés de traduction pour une relation équilibrée, clarifier les rôles de chacun de façon à ce que cette collaboration puisse se faire efficacement et surtout d'être en phase pour répondre aux besoins de la clientèle finale, puisque dans l'esprit du partenariat, les deux parties visent à répondre aux besoins du client, avec un respect mutuel des engagements de chaque partie. Et donc, dans un second temps, la communication et la relation commerciale. Donc, il est important d'instaurer, si ce n'est déjà fait, ou sinon d'améliorer la relation, le dialogue, et de communiquer de façon constructive, tout en faisant preuve de réactivité. Si le client final pose des questions, effectivement, y répondre, si besoin, en coopération avec le traducteur, mais aussi de répondre évidemment aux questions que se posent les traducteurs pour mener à bien leur projet et à tous les niveaux aussi d'accepter de donner et de recevoir des retours. Si l'agence fait son travail, elle demande effectivement d'avoir du feedback de la part du client final et si elle le reçoit, en tout cas de le relayer aux prestataires qui sont intervenus sur le projet. On a rappelé aussi qu'il était important pour les traducteurs de ne pas hésiter à solliciter aussi ces retours-là.
Nathalie? Oui, pardon. Alors, sur l'aspect négociation et tarifs, donc les trois petits points A, B, C qu'on propose de mettre comme engagement de la part et des indépendants et des agences peuvent s'adresser donc aux deux, même si sous certains termes, on sent qu'on est axé plus agence ou plus indépendant. Euh, je dois me montrer favorable et je dois me montrer apte aussi à la négociation et rechercher une solution mutuellement avantageuse. Donc, les agences doivent voilà, notamment aussi se former à cette négociation. Elle est souvent arrêtée ou elle est impossible, et c'est ce qui frustre et démotive beaucoup. Je dois établir en tant que prestataire qu'il m'incombe de définir les conditions de réalisation de la prestation, de la mission qu'on me confie. Donc, sous prestataire ici, on entend bien un indépendant pour une agence ou une agence pour un client. Pareil. C'est moi qui définis le type de prestation. Alors, l'agence peut accepter ou non, le client peut accepter ou non, mais c'est moi qui la recommande. Je recommande bien sûr un tarif, une productivité horaire ou journalière, les outils que je veux utiliser ou que je recommande d'utiliser et un délai. Se laisser imposer l'une ou l'autre de ces conditions, c'est peut-être mettre à mal la qualité finale. Donc, là encore, c'est de la négociation, hein, bien sûr. Chacun a le droit d'accepter, c'est un marché libre, et de proposer et d'accepter, mais ça doit être entendu que voilà, il nous incombe de définir les conditions de réalisation pour une qualité. Enfin, adopter une tarification qui reflète la complexité et la valeur réelle du projet et tenant compte de l'ensemble des coûts. Donc, on s'est aperçu effectivement que parfois, les tarifs des indépendants ne pouvaient pas permettre de couvrir des frais de formation, des frais d'achat de mise à jour de logiciels, de tous les frais en fait qu'on a lorsqu'on est un indépendant et qui montent plusieurs milliers d'euros dans notre estimation par an. Donc, voilà, les tarifs doivent refléter la complexité et la valeur réelle des projets. Ça veut dire aussi qu'une tarification doit pouvoir évoluer et que le tarif à vie que certains indépendants subissent de la part de certaines agences n'est pas acceptable et que la tarification doit pouvoir évoluer au fil du temps et ou en fonction des exigences de chaque projet. Quatrième point, la contractualisation. Donc là, c'est un peu, ça paraît évident, mais il nous a semblé important de le rappeler, puisque des fois, il n'y a pas enfin, c'est des contrats un petit peu informels ou des accords un peu informels qui sont établis. Donc, établir systématiquement un contrat précisant les modalités d'exécution de la prestation et encourager une contractualisation équilibrée qui définit les droits et les responsabilités des deux parties. Aucune condition contractuelle ne doit être imposée à une autre partie sans son consentement. Donc c'est très important de bien rédiger les contrats et de bien les lire et de ne pas accepter les conditions, enfin, et d'oser lever la main et négocier les conditions qui ne nous paraissent pas acceptables. Alors, pour ce qui est du brief et du lancement de chaque projet, du cadrage des projets de traduction, nous avons discuté donc avec les différentes agences et les différents indépendants qui étaient présents autour de la table. Et il en ressort qu'il est fondamental d'obtenir un brief avant de commencer à traduire et que le temps passé à rédiger ce brief doit impérativement être rémunéré. Donc, il faut que les deux parties fassent un effort. Euh, Si un indépendant, une indépendante reçoit un projet de traduction sans aucune indication, il faut qu'il ou elle le dise et demande à son client qui sera le destinataire de cette traduction, quel sera l'objectif de cette traduction, quel guide de style doit être utilisé, etc., etc. Et donc, comme je l'ai dit, en l'absence de brief, eh bien, il faut qu'un brief soit créé et il faut absolument que ce temps soit rémunéré. Ça fait partie de notre travail, mais c'est un travail qui doit être rémunéré et de manière distincte des recherches classiques que nous effectuons en cours de traduction. Et nous avons aussi abordé l'épineuse question de la post-édition, donc sujet un petit peu tabou aussi dans l'industrie de la traduction.
Ce qui ressort de nos discussions, c'est que la post-édition ne doit pas être vendue comme une solution miracle. C'est une solution, qu'on le veuille ou non, ça existe et certains clients se tourneront toujours vers cette solution, mais on doit absolument faire preuve de transparence et de professionnalisme. Nous devons conseiller nos clients et leur expliquer ce à quoi cela correspond et pourquoi ce n'est pas une solution miracle. On ne peut pas avoir une traduction qui est à la fois très rapide, très juste, très économique. Voilà, il faut choisir où est-ce qu'on place le curseur et c'est notre rôle aussi, justement dans un contexte aussi difficile que celui-ci, d'être vraiment, de devenir consultante et consultant et voilà, d'échanger avec nos clients sur ce point. Concernant les outils et la montée en compétences, donc ce qui est ressorti, c'est qu'il est fondamental pour tout acteur de la filière, que ce soit des indépendants, des agences, de se former pour répondre aux évolutions du marché, pour répondre aux évolutions des demandes, des besoins des clients. Et pour ce qui est des outils, en fait, il est impératif déjà de définir avant le début du projet quels sont les outils, les ressources qui vont être impliquées, utilisées pour un projet donné. Et au cas où une personne qui travaille dans un certain projet souhaite imposer, utiliser un outil particulier, il est nécessaire que cette personne donne l'accès aux autres personnes qui vont pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir fluidifier en fait le process, enfin le projet et pour s'assurer que tout le monde ait effectivement accès à ces outils. Et le huitième et dernier axe, la valorisation de la profession et des services, donc là encore qui s'applique aussi bien aux indépendants qu'aux entreprises de traduction. Promouvoir et vendre la traduction non pas comme un simple produit, mais comme un service à haute valeur ajoutée ayant un impact réel sur les résultats du client. Euh, et du coup, c'est important aussi, dans le cadre de notre activité, de chercher ces résultats pour pouvoir convaincre d'autres clients de faire appel à nos services. C'est un moyen de mettre en avant la valeur de notre service. Se positionner dans la relation commerciale comme un partenaire et non comme un exécutant. Exécutant, c'est-à-dire, bon ben voilà, vous recevez le document, vous le renvoyez sans poser de questions. Un partenaire va échanger et dialoguer, toujours dans une collaboration étroite. On insiste hein, sur cette position de conseil et d'accompagnement du client. Je pense que c'est toujours bon de le rappeler, nous vendons des services. Et voilà pour les 8 axes qu'on a identifiés, donc axes d'amélioration. On va passer aux conclusions. Peut-être Nathalie ou Gaëlle, un petit mot sur ces derniers chiffres Donc, avant de passer aux conclusions. oui, alors en fait, suite à ce projet, après un an, un an de développement, on se rend compte que finalement, là, c'est les résultats de l'enquête ELIS 2025. Un an plus tard, la situation devient véritablement critique. On avait montré tout à l'heure la part, selon l'ancienneté, des indépendants qui considéraient qu'ils avaient un revenu satisfaisant. Bon, on voit que ça continue à baisser d'année en année. Euh, En 2025, donc c'est la bande grise, c'est en baisse sur tous les niveaux d'ancienneté des indépendants. Finalement, de plus en plus se pose la question de la pérennité d'une activité de traduction indépendante. La baisse des prix se poursuit en 2025. C'était déjà amorcé dans les tableaux qu'on a montrés tout à l'heure en 2024. Et là encore, aussi bien en bleu pour les entreprises de traduction que pour les professionnels indépendants. Il est urgent de revaloriser nos prestations. Donc Sur- effectivement, l'étude ELIS confirme donc cette baisse de rentabilité aussi côté agence, hein, comme on le voit sur le graphique à droite. Et côté CNET, effectivement, on a ce même retour d'agences, puisque nous comptons essentiellement des agences de taille petite et moyenne, qui donc confirment cette courbe avec une inquiétude grandissante aussi au sein de nos membres. Et je, je- je pour voulais la juste suite. rajouter, je Oui. voulais juste rajouter aussi l'étude ELIS 2025 montre aussi que
les indépendants déclarent vouloir cibler davantage, beaucoup plus, avec une accélération forte, les clients directs. Donc au détriment de leurs partenaires classiques que sont les agences. Et ça, c'est encore le signe que leur appauvrissement, on va dire, et leur démotivation vient beaucoup de certaines agences. Encore une fois, je ne mets pas toutes les agences dans le même sac, mais il y a un lien. Et il était donné dans l'étude 2024, il est redonné dans l'étude 2025. Et je crois que du coup, on a raison d'essayer d'agir différemment et de collaborer différemment. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, s'ouvre cette phase 2 du projet avec une poursuite des discussions entre nos deux organisations, donc NET et SFT, dans l'objectif d'aboutir à une charte de bonnes pratiques collaboratives. Nous avons également eu le soutien des présidents respectifs, à savoir Agnès Bousteau côté SFT et David Barbier côté CNET. Pour celles et ceux qui étaient présents à Dijon lors des RTI, ils ont pris la parole à l'issue de la présentation de ces axes. Côté SFT, d'ailleurs, lors de l'AG, les membres ont exprimé le souhait de valider le texte final en assemblée générale. Et côté CNET, nous en avons également discuté avec David Barbier et une AG est prévue fin mai et les axes seront également présentés à ce moment-là. Donc, les prochaines étapes seront de finaliser de façon conjointe ce travail et il faudra s'entendre effectivement sur la forme et les modalités d'adoption. Je rajouterais juste, merci Lucille, parce que c'est exact, enfin, je confirme du côté SFT tout ce que tu viens de dire. Il y a un vrai soutien des deux instances pour continuer ce projet. Après, le groupe de travail que j'ai face à moi là, va pas forcément euh, mener la phase 2. Donc, on a vraiment une phase 1 qui est terminée, des recommandations. Tout ce travail-là sera utilisé comme base pour la phase 2. Et la phase 2, ben, charge à nous, instance SFT, instance CNET, de reconstituer une équipe pour y travailler et finaliser. Mais merci énormément à Lucie, à Chiara, à Maëlle, à Gaëlle pour tout le travail mené jusqu'ici. Et Écoutez, avec grand plaisir. si tu peux dire deux mots en fait pour des sources d'inspiration pour la suite, il y a deux initiatives qui peuvent servir de modèle. Oui, absolument. Alors, on a démarré et travaillé depuis un an tous ensemble sur une idée de charte qui nous est venue très rapidement l'année dernière. Mais on a appris plus récemment, bien plus récemment, qu'il existait déjà des accords de ce type dans deux pays. D'abord, on a appris celle qui existe en Hongrie depuis déjà 2013. Donc, c'est vraiment des accords plus sous la forme de conventions collectives parfois, parce que c'est très détaillé. Il y a 19 pages dans la version hongroise et pratiquement autant, puisque c'est un même modèle qui a été utilisé pour les Pays-Bas. Mais ces deux accords sont signés par des associations similaires aux nôtres dans ces deux pays. Et ça couvre vraiment l'ensemble des pratiques. Euh, la Hongrie dit par exemple que c'est un accord visant à définir des règles pour toutes les parties prenantes, donc un peu comme ce que nous, on a souhaité faire aussi. Mais elle rentre dans beaucoup de détails. Tous les éléments de la prestation sont passés en revue. On ne dit pas que forcément c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça veut dire que ça fonctionne et que dans d'autres pays aussi, ils ont réussi à se mettre autour d'une table et à signer des accords pour améliorer la collaboration et améliorer l'image de la filière. C'est toujours toi, Nathalie. C'est toujours moi. Alors, on arrive au terme du coup de notre présentation, mais vous allez, comme certains m'ont dit après la conférence de clôture au RTI, certains sont venus me voir et m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Parce que attendre que les deux instances sortent et publient une charte, ça peut être long encore, etc. Et j'en suis consciente. Donc, on a simplement voulu finir cette présentation aujourd'hui avec quelques recommandations concrètes et je pense que je ne vois pas ce que vous avez à l'écran, mais c'est bien la slide 34, Gaëlle. Oui, c'est ça, avec les Donc, webinaires et les axes. voilà. Donc, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est des ressources qui existent et des conseils qu'on a déjà donnés à la fin côté CFT ou CNET dans d'autres webinaires ou d'autres réunions.
Donc, vous pouvez déjà revisionner les 5 webinaires. Pour ceux, j'ai vu 15% qui n'en ont vu aucun, mais je vous conseille de les revisionner. Ils seront disponibles pendant un an en tout, je crois. Enfin, les accords, en tout cas pour l'instant, qu'on a signés avec les participants, nous permettent de les laisser en accès encore longtemps. Visionnez ces 5 webinaires parce que ces échanges étaient déjà en eux-mêmes très riches. Lisez relisez et tenez compte de nos 8 axes, nos recommandations euh, présentées aujourd'hui. Ensuite, reconsultez, relisez, et là, tout le monde peut le faire, hein, pas seulement les membres, mais relisez les codes de déontologie SFT et CNET. Ils sont là aussi pour être plus forts face aux clients finaux. C'est l'objectif des codes aussi, dans une profession, encore une fois, non réglementée. Ensuite, vous pouvez adhérer aux organisations professionnelles parce que, vous voyez, c'est ça notre rôle dans les organisations professionnelles, c'est travailler de manière bénévole pour améliorer les situations qu'on peut observer. Donc, on a des études statistiques qui nous permettent de prendre des décisions, de comprendre là où ça va mal. Et puis, on a aussi vos ressentis, les ressentis de nos membres, et ils nous sollicitent énormément via les forums pour la SFT et plein d'autres façons. Et le fait d'adhérer et de s'engager dans ces associations professionnelles peut que faire améliorer les choses. Ensuite, formez-vous à la vente, à la gestion commerciale. C'est vrai que si on s'installe en tant qu'indépendant parfois, ou même quand on crée des agences, on peut manquer on peut être très 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 expert du métier de traducteur, et on peut manquer parfois de compétences euh, dans la gestion commerciale au sens large, qui permet justement de défendre ses prix, défendre ses coûts, défendre sa déontologie et son éthique. Intégrez tous vos coûts dans vos prix, on l'a déjà cité, alors je vais rapidement, mais c'est vrai, comme pour les indépendants et les agences, on s'est rendu compte que peut-être parfois les tarifs sont fixés sans couvrir tous ces coûts, qui sont pourtant des investissements clés et des nécessités. Un coût, une entreprise a des coûts, c'est comme ça, et c'est pour progresser, pour se développer et pour investir. Et puis défendez la valeur de vos services. Tout le monde doit le faire parce que les clients, on l'a vu, ont une image parfois un peu dévalorisante de notre métier. Du point de vue, alors ça c'était pour tout le monde, et du point de vue des indépendants, je vais zoomer sur 2, 3 ressources qu'on a peu citées pendant tout ces webinaires, mais qui sont disponibles. Alors, pour les membres, côté en rouge, il y a un modèle de conditions générales de prestation de services qui est mais recommandé, archi recommandé pour toutes vos relations avec vos partenaires. Donc, on l'envoie lors de la première discussion de collaboration avec une agence ou avec un client direct, hein. Et ça cadre l'ensemble de la prestation, tous les cas de figure, tous les risques qui peuvent potentiellement exister, ça cadre et ça vous protège. Contactez aussi, si besoin, l'assistance juridique de la STFT, ça c'est accessible uniquement aux membres. Et puis après, à droite de l'écran, toute une série d'autres ressources ou conseils qu'on souhaitait partager. Vous pouvez comparer, qualifier les agences. Enfin, on vous conseille de les comparer entre elles. Il y a des agences très vertueuses, il y a des agences avec des mauvaises pratiques, et donc il faut les comparer. Il y a des outils qui permettent de le faire, comme par exemple ProZ qui propose le Blue Board, dans lequel vous avez une note moyenne donnée par les prestataires, les sous-traitants de ces agences, et qui permettent de se rassurer ou au contraire d'éliminer une agence en fonction de ces évaluations-là. Il y a également la possibilité de s'abonner à un site, là c'est payant, mais c'est Payment Practices. Donc c'est créé par un Américain et il y a plusieurs centaines de clients français actuellement. Et la SFT propose une adhésion à un coût préférentiel. Donc là aussi, vous avez des recommandations de mauvaises pratiques dans ce site. Bien sûr, négocier ou refuser de signer des contrats désavantageux pour vous, des missions désavantageuses. C'est un marché libre. Vous serez toujours face à des propositions entre guillemets malhonnêtes. Refusez-les. Il faut le faire pour pouvoir trouver les bonnes missions et les missions avantageuses pour vous. Faites évoluer vos honoraires avec votre niveau de qualification. C'est vrai que parfois, on laisse nos tarifs en l'état plusieurs années, alors même qu'on a été formé, alors même qu'on est plus expert d'un domaine. Donc, à ce moment-là, le tarif doit légitimement augmenter. Notre valeur augmente.
Actualiser votre profil de base dans les bases de données des agences. Ça a été une des recommandations qui est sortie d'un des webinaires. On pense pas à... Eux ont besoin de ces outils automatisés pour gagner du temps dans leur processus. Mais du coup, ils se fient à ce qu'il y a dans la base de données. Et si vous actualisez, si vous pensez à l'actualiser, bah, ça peut que être bénéficiaire pour vous indépendant. Signaler les pratiques abusives, oui, on est là, notamment la SFT est là pour ça. On a un secrétariat, même des non-membres peuvent éventuellement nous solliciter et signaler des pratiques contraires au code de déontologie ou contraires aux pratiques commerciales. Facturer toute heure supplémentaire, facturer et majorer vos tarifs en cas de travail en urgence, de travail le week-end, euh, l'exemple de la Hongrie, je vais juste citer celui-ci, mais ils estiment effectivement qu'on a le droit de facturer à une agence l'analyse ou l'étude de documents de référence assez longs. On nous en a parlé, ça. Il y a des fois des briefs d'agences, parfois des briefs de certaines agences, avec beaucoup de documents à lire, comme si on avait le temps pour 40 euros ou 120 euros, de lire énormément de documents. Mais si l'agence insiste pour qu'on les lise, vous pouvez facturer quelques heures, 1 heure, 2 heures de lecture de ces documents de référence. Enfin, facturer toutes les heures supplémentaires que vous faites en plus de votre travail purement de traduction. Et puis démarcher des clients en direct. Je crois que c'est même Lucille Wunsch-Werty qui a donné ce conseil en tant qu'agence. Bah oui, enfin, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, c'est pas du tout une obligation, mais ceux qui le souhaitent ont tout intérêt à démarcher des clients directs pour mieux comparer les conditions qu'ils vont obtenir grâce à ces clients directs par rapport aux conditions des agences. À toi, Et Lucie. facturez pas le prix que vous facturez aux agences, hein. N'oubliez pas, vous êtes en direct. Alors nous, de mon côté, j'ai le même travail pour avoir cette perspective agence ou société de traduction. Déjà pour nos membres, ou en tout cas ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à adhérer à la CNET. Les renouvellements sont d'ailleurs en cours avec une conférence annuelle qui approche, qui sera le 13 juin prochain. Pour nos membres aussi, c'est vraiment de vous mobiliser et de répondre aux enquêtes statistiques, parce que c'est aussi ces réponses-là qui permettent d'analyser les résultats, comme on a pu le faire dans le cadre de cette initiative. Mais notamment l'année dernière, typiquement, on n'avait pas récolté assez de réponses pour la France, et donc le paysage était très peu représentatif en fait de l'état du marché français. Cette année, en tout cas pour la dernière étude, ça a été plus probant. De notre côté, il y avait également une communication plus intensive autour de l'enquête ELIS notamment. Et il y aura donc une présentation des résultats pour la France lors de la conférence à venir. Et ensuite, la CNET propose un certain nombre de groupes de travail et des groupes de réflexion pour lesquels il y a évidemment des places à prendre. Il s'agit aussi de travail autour des normes pour lesquelles la CNET a voix au chapitre puisque nous sommes représentés au sein de l'AFNOR et au travers de l'AFNOR auprès de l'ISO. Et la CNET est également fait partie de l'instance européenne, donc le UATC, et ça permet vraiment d'agir plus largement. Pour revenir au sujet et donc à appliquer plus largement aux sociétés de traduction, on l'a vu tout à l'heure, de demander en tout cas systématiquement un brief. Et quand on arrive à en obtenir un ou à avoir suffisamment d'éléments, de rédiger un brief pour le traducteur, d'engager une réflexion sur les modalités de tarification. Donc là, dans le même esprit que côté freelance, d'avoir cette réflexion, d'avoir une approche globale, pourquoi pas forfaitaire, sur le travail qui doit être engagé autour de la prestation de traduction. Partager les bonnes pratiques parce que effectivement, on a eu quand même de nombreux exemples de choses qui fonctionnaient bien au cours des webinaires de sociétés de traduction qui appliquaient des choses qui avaient des résultats probants, qui étaient appréciés côté traducteur freelance. Ensuite, on l'a vu évidemment favoriser le dialogue avec les différentes parties prenantes.
approfondir la formation des commerciaux qui sont pour la plupart pas formés au métier de la traduction. Et donc, l'approche n'est pas toujours suffisamment pertinente pour obtenir les informations qu'il faut. Et donc, c'est malheureusement aussi une réaction en chaîne avec à l'issue des informations manquantes pour la réalisation du travail. Mais de façon plus large, effectivement, encourager la formation et partager les feedbacks, ça aussi, un sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucille, et merci à tous les membres du groupe de travail pour toute cette restitution. C'était la volonté aujourd'hui de vous présenter toutes les conclusions du travail mené au cours de cette année. On va maintenant prendre les questions que vous avez. Donc, vous nous en avez déjà posté un certain nombre dans le Q&A. Alors, Oran a été notre soutien technique tout au long de cette initiative. On n'aurait rien pu faire sans elle. Donc, je vais à nouveau la solliciter ou Maëlle éventuellement pour nous faire remonter vos questions auxquelles on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Alors, On a gardé exprès un maximum de temps pour les questions justement parce que c'est quelque chose qui avait été demandé au cours des webinaires de pouvoir davantage échanger. bonjour tout le monde, Aurane à l'appareil. On a eu un certain nombre de réactions et je vous en remercie tout au long de ce webinaire, notamment un certain nombre de questions et de réactions toujours sur la partie tarif. On voit bien que ça suscite Mm. beaucoup de questionnements, de frustration, également de colère par certaines parties. Je ne vais pas me dire forcément toutes les questions parce que c'est notamment des questions qui ont été posées lors du troisième webinaire, dans les questionnaires. Je trouvais une question abordée par rapport à la question de la multiplication des intermédiaires, agences qui sous-traitent à des agences qui sous-traitent à des agences. Est-ce que c'est un problème, est-ce que ce problème structurel a été abordé? Et n'est-il pas illusoire de parler tarifs, collaboration, cadrage de projet quand on sait qu'il existe des chaînes de 5 ou 6 intermédiaires? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à justement ce problème structurel de multiples maillons à la chaîne? Alors, je veux bien prendre la parole sur le sujet parce que effectivement, c'est un des points qui est évoqué par la CNET. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai il y a beaucoup de mouvements, on va dire, au sein des entreprises de traduction, avec des entreprises plus importantes qui rachètent des entreprises plus petites. Et donc, on observe effectivement de plus en plus aussi ce fonctionnement avec des agences qui travaillent pour d'autres agences. En même temps, c'est compliqué d'influer. En tout cas, notre travail n'est pas le travail et la mission de la CNET n'est pas d'agir à ce niveau-là, si ce n'est que chacun doit voir aussi ses intérêts, préserver ses intérêts en fonction des parties. Mais on fait le même constat avec certains de nos membres qui entre-temps, ont vendu et qui travaillent en interagence. Mais ça dépend en général de la politique de l'agence de traduction, de la maturité, de la stratégie d'entreprise qu'elle a. Enfin, il y a plein de facteurs qui impactent. Je pense que c'est aussi aux traducteurs qui proposent leurs services auprès des agences de peut-être bien se renseigner en amont parce qu'en général, on sait quand même, et vous êtes tout à fait aussi en droit de demander quelle est la clientèle principale de l'agence. C'est pas un secret d'État, donc je pense que en fonction, vous savez déjà un petit peu à qui vous avez affaire et quelle est la politique de l'entreprise. Et je me permets de rebondir là-dessus parce qu'effectivement, beaucoup de petites agences, entre guillemets, petites et moyennes agences travaillent pour d'autres agences, pas que des agences de traduction d'ailleurs, des agences de communication, des agences SEO, des agences euh, sur des expertises parfois plus globales qui ont besoin de ce volet traduction ponctuellement pour des projets. Et évidemment, la multiplication des intermédiaires, ça pose des problèmes souvent d'accès aux informations, et notamment de brief et de cadrage du projet pour pouvoir travailler. Et c'est une réalité qui est tout aussi présente pour les indépendants que pour de nombreuses agences travaillant avec d'autres agences. Donc oui, ça peut être un souci, effectivement. Nous, ce qu'on a trouvé
comme solution en interne pour parer à ça quand on n'obtient pas assez d'informations, etc. C'est de dire, ben, on peut pas travailler si on n'a pas ces informations-là. Ça fait partie du travail d'évangélisation qu'on mène, de dire, bah, si vous voulez un travail correct ou si vous voulez qu'on puisse simplement travailler, il nous faut un accès à ces informations-là et de faire le forcing là-dessus et de ne pas lâcher là-dessus. Ce qui est vraiment pas facile parce qu'on a des fois des réponses très catégoriques comme vous pouvez en recevoir sur, ben non, nous, on vous parle pas au téléphone ou non, on n'a personne pour vous répondre là-dessus. On essaie de maintenir le cap sur ce genre de choses pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est intéressant de voir que c'est des problématiques qui sont communes à beaucoup d'acteurs finalement. Et Et comme... je Pardon. complète ce que tu dis, Lucie. Effectivement, je partage complètement ton point de vue, mais il y a aussi cette réalité-là côté client, c'est-à-dire plus le client est gros en termes de structure hein, et plus il y a de hiérarchie, plus c'est parfois compliqué d'avoir le bon interlocuteur. Je prends l'exemple de l'acheteur qui passe la commande et qui ne dit pas pour qui est la mission. Donc, c'est côté agence aussi une problématique à laquelle on fait Mm. face parfois. Et ça, c'est complètement tributaire de la structure de l'entreprise qu'on a en client. Totalement, oui, complètement. Et c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre quand on est soi-même indépendant avec un client final. Quand on a notamment des interlocuteurs en face qui ne comprennent pas la prestation, c'est très compliqué d'obtenir des informations de qualité. Et à nouveau, problématiques qui sont communes à tous les acteurs de la filière. Oui, comme pour répondre à Valentine qui commente pourquoi dit-on aux traducteurs de refuser des mauvaises offres et pas aux agences de refuser de travailler pour les mastodontes, c'est la même chose en fait, hein. Quand on parlait d'exécutants à partenaires, ça vaut pour tous les acteurs. Effectivement, pour eux, c'est peut-être pas intéressant de travailler en sous-traitance pour des méga agences qui les traitent mal. Alors, il y a d'autres questions qui sont remontées dans le fil de discussion. J'en vois une ici. Avez-vous cherché à élargir votre groupe de base travail suite au rejet du projet de charte sans discussion et débat à l'Assemblée générale de la SFT à Dijon? Bonne question. Alors, effectivement, du coup, la prochaine version de charte sera soumise visiblement à une prochaine Assemblée générale. Donc, il y aura possibilité de prendre la parole à ce moment-là. Euh, Nous, simplement, par rapport à cette notion, parce que je vois qu'il y avait plusieurs retours dans le Q&R sur le fait que ça n'ait pas pris la forme de débat, etc. Simplement pour vous dire qu'on aurait adoré pouvoir faire ça sous la forme d'un débat public où tout le monde puisse prendre la parole, mais c'était infaisable techniquement. C'est pour ça qu'on a donné ce double moyen d'échanger via les Q&R pendant les webinaires et via les questionnaires. Et effectivement, on a déploré qu'il n'y ait pas plus de questionnaires remplis. Mais c'était déjà dans une idée de dialogue et d'échange. Et dans cette phase 2 du projet, un nouveau groupe de travail va être formé pour prendre le relais sur les recommandations qu'on vous livre aujourd'hui. Donc la discussion n'est pas fermée, au contraire. Et toutes tous vos retours et toutes vos contributions sont toujours précieuses et bonnes à prendre. Donc, on a toujours cherché à élargir dans le sens où c'était fermé à aucun retour. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui va suivre, à l'étape 2, on a une question. Comment la SFT et la CNET envisagent-elles de revaloriser nos services linguistiques auprès de la clientèle? Est-ce qu'il y a des actions déjà qui sont pensées, réfléchies pour la suite pour valoriser nos métiers Alors, je vais prendre la parole rapidement aux yeux des clients finaux, hein, c'est ça la question. auprès de la clientèle? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est essentiel de le faire et je crois que Agnès Bousteau, présidente de la SFT en ce moment, est tout à fait alignée avec moi là-dessus. On veut effectivement aller mieux parler de notre métier, le défendre auprès de ses clients finaux. Donc, on a un groupe de travail auquel je pense tout de suite comme ça, qui veut travailler, et un axe de travail qui veut travailler notamment via les CCI. Donc l'idée étant de parler aux entreprises directement, là où elles se réunissent, là où elles sont formées, là où elles peuvent éventuellement voilà, entendre parler de nous, et il faut qu'on fasse entendre parler de nous. On a évoqué avec Lucille Munch et la CNET de faire une sorte de communication publicitaire commune un jour pour dire voilà, toute la valeur ajoutée du travail d'un traducteur et d'un interprète.
d'une même voix, mais voilà, sans que ça soit très concret encore aujourd'hui. On a aussi eu plusieurs réunions auprès des ministères de l'économie, notamment, et on va les développer encore pour revaloriser et faire parler de notre métier. Après, on en parle aussi très souvent à l'UNAPL, qui est la confédération des syndicats de profession libérale, et dans lequel on est avec 60 autres métiers et où constamment on parle de la valeur d'une autre. Mais bon, c'est une très bonne question et franchement, il ne faut pas qu'on oublie que, comme je l'ai dit au moment du début de l'analyse des constats, si on a des soucis au niveau de la filière et intra-filière, c'est parce que notre client a une image parfois un peu insuffisante ou pas assez valorisée de notre métier et ça pèse sur l'ensemble de la chaîne ensuite. Donc c'est une très bonne remarque, il faut qu'on agisse plus. Oui, bah, comme Nathalie, effectivement, à ce stade, c'est plus, on va dire, un travail de sensibilisation, de faire parler. Et c'est aussi la vocation du syndicat de la CNET, même si justement, on aimerait que les actions maintenant se concrétisent davantage. Et pour ça, il nous faut aussi l'engagement de nos membres, parce que plus on est nombreux et plus notre voix sera susceptible de porter. Et avec l'évolution de l'intelligence artificielle, il est évident que à chacun de nous de mettre l'accent sur toute la plus-value, l'accompagnement et le conseil, évidemment l'expertise que nous pouvons apporter, mais de façon vraiment très, très transversale au sein de notre filière. Si Lucille, et sur le sujet d'ouvrir le débat, donc il y a une proposition d'ouvrir un forum dédié sur les forums de la SFT pour ouvrir le débat sur toutes ces questions qui ont été abordées par ce projet de charte et ces 8 axes d'amélioration. Bonne idée. Donc, on en prend en bonne note. Voilà, ce serait de le laisser ouvert pendant quelques mois pour que les membres, notamment de la SFT, puissent interagir et débattre directement sur ces sujets. Et je vois également une question pour savoir peut-on savoir quels points précis du projet charte de la SFT ont été rejetés par la CNET et vice-versa? Ça permettrait de mieux voir les axes à travailler. Tu, tu veux en parler, Lucille, ou... Bah, alors, j'allais déjà dire que, enfin, c'est pas un rejet, en fait, c'était vraiment plus une formulation. Donc, il y avait, pour moi, et ça a été confirmé par notre président David Barbier, il y a vraiment un soutien global sur la charte, mais après, c'est vraiment de comment présenter les choses de façon à ce qu'il y ait une adoption la plus large possible. En fait, l'objectif, il est là, c'est à la fois de trouver cet équilibre, de prendre des engagements forts, mais qui en même temps puissent embarquer un maximum de monde, parce que si la charte n'embarque pas suffisamment de sociétés de traduction, au final, ce sera un coup d'épée Mm. dans l'eau. Donc la volonté, elle est plus là-dessus. Il y avait notamment le point de la post-édition parce que il n'avait pas fait l'objet d'un webinaire à lui seul. Donc, ça a été abordé effectivement tout au long des webinaires parce que c'est un des points essentiels. Mais il y avait pas de sujet dédié sur la post-édition qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas été possible encore de trouver les termes de comment on pratique la post-édition de façon éthique, si tant est que voilà, ça puisse se faire. Mais l'objectif est là, c'est plus de trouver les bons termes pour embarquer un maximum de monde. Oui, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de rejet parce qu'on est vraiment en discussion et à la recherche d'un consensus. Euh, il y a, il y a eu vraiment, voilà, encore, il y a encore besoin d'affiner certains passages, mais il y a des axes entiers qu'on vous a présentés aujourd'hui qui sont acceptés par les deux partie dès aujourd'hui, c'est-à-dire mot pour mot, et des phrases assez fortes qui sont acceptées par les deux, et c'est une première. Et ça ne s'est jamais vu. Après, on a certains où on va encore un petit peu retravailler. Et puis, de toute façon, tous nos membres, côté CNET et côté surtout SFT, ont demandé à poursuivre le débat et à valider le texte final. Donc, mais de rejet, il n'y en a pas. Et je revenais aussi sur un autre aspect, le temps, parce que là, ça fait déjà un an qu'on y travaille et beaucoup, beaucoup avec
réactions, vos questionnaires et tout ce qu'on a dit. Mais aux Pays-Bas, ils ont mis 2 ans en tout. Donc voilà, je me dis que on n'est que à la moitié du chemin. Le fait que ça n'ait pas clôturé en janvier, hein, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a été vraiment ambitieux sur le fait de boucler, de proposer un dernier webinaire en janvier pour présenter un travail commun en mars qui était, on va dire sur le papier, c'était le timing idéal de clôturer les RTI avec ce projet de charte, mais c'était clairement ambitieux par rapport à tout le travail qui était à fournir. Est-ce que vous avez des exemples sur des choses qui ont déjà été acceptées mot pour mot de manière mutuelle? Comme ça, spontanément, tout l'axe 2 sur la communication et le feedback, euh, dans une démarche d'amélioration continue, tout ce qu'on a présenté donc, sur le 2 de mémoire, Le, le brief aussi, il me euh, semble. tous les éléments sur le brief, effectivement. Sur la négociation et les tarifs, il y a une partie qui est acceptée aussi. Mais de toute façon, comme tout doit être revalidé j'allais dire, même par les membres de la SFT, tout va peut-être encore évoluer. Mais moi en tout cas, parce que et le groupe de travail derrière moi, on se dit que le travail qu'on a fait de synthèse de tout ce qu'on a entendu et lu il faut pas c'est des bases vraiment solides. Donc après, on peut compléter un élément, on peut modifier un mot ou un terme, aller un peu plus loin si on y arrive en consensus encore sur un aspect parce que vous jugerez qu'il n'a pas été assez loin. Mais voilà, réinventer la roue maintenant à ce stade, ce serait dommage parce que, enfin, chacune d'entre nous y a passé vraiment beaucoup de temps et en lisant, enfin, pas avec juste ce qu'on pensait du métier, avec notre propre lucarne, mais en lisant et en écoutant plein de personnes s'exprimer. Et encore une fois, c'est des axes d'amélioration de la collaboration. Ce n'est pas une convention collective. Si les syndicats ont cette ambition, parce que j'ai vu dans le chat qu'effectivement, on rappelle que la Commission européenne maintenant permet la possibilité de négocier des accords collectifs pour quand il y a des relations comme ça très, très déséquilibrées, tout à fait. Mais c'est un travail colossal qui doit impliquer des juristes et c'est un travail de négociation entre organisations représentatives de part et d'autre. C'était pas du tout ce projet-là. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était ça, sur lequel on allait aboutir avec un cadre très strict qui encadre les pratiques. Nathalie l'a rappelé au début, on est une profession non réglementée à ce stade. Euh, on ne peut pas le faire pour l'instant. Mais bien sûr, les deux syndicats étant ouverts à la poursuite de ce débat, ça pourrait aboutir vers un document plus détaillé. Pour l'instant, là, on était surtout, vous l'avez vu, sur une base très de bon sens, en fait, pour que ça fluidifie au maximum notre collaboration. Et justement, De on bon a des sens. Et questions. puis, oui, on rappelait aussi que finalement, on partait de rien. C'est-à-dire qu'il y a encore, enfin, jusqu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de dialogue instauré entre les deux syndicats. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui pourra et qui devra évoluer dans le temps. Dans tous les cas, la charte, ce sera un premier aboutissement, mais il faudra la faire évoluer dans le temps. Et simplement pour rebondir sur ce que tu disais, Gaëlle, qu'on était sur des constats de bon sens pour le moment. Alors, ça va plus loin dans tout le listing de bonnes pratiques qui sera joint aux engagements, mais si ces éléments de bon sens figurent dans ce qu'on a retenu dans les 8 points d'amélioration, c'est parce que ça va pas du tout de soi. Il y a Ouais. certaines choses qui peuvent paraître évidentes, par exemple que un brief soit réalisé avant de faire le devis et de réaliser le travail, sauf qu'en fait, on se rend compte dans notre quotidien et dans les échanges que dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. Ça se fait pas comme ça, comme le fait de trouver un accord qui soit mutuellement bénéficiaire et avantageux.
pareil, et c'est pour ça qu'on se parle tous aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Donc ça peut paraître évident, et en réalité, dans ce qui est ressorti des discussions, c'est que ça l'est pas du tout. Donc d'où l'intérêt aussi d'aller revoir les webinaires pour mieux s'en rendre compte. Et Oui, d'ailleurs, tu as raison aussi. lorsque ce dernier webinaire sera mis en ligne, vous aurez bien tous les liens par rapport à la présentation en PDF, au support de présentation d'aujourd'hui, tous les liens vers les codes de déontologie, que ce soit de la SFT et de la CNET et de toutes autres ressources qui ont pu être mentionnées dans cette présentation. Donc voilà, vous retrouverez bien tout à ce moment-là. Il y avait une question aussi par rapport à l'accessibilité des conditions générales de prestation de services mises à disposition de la SFT à ses membres. Donc pour l'instant, ces GPS sont uniquement consultables par les membres de la SFT, mais on est en train justement de voir comment les mettre à disposition des non-membres de la SFT via un formulaire d'inscription sous échange on met son email et vous recevez après par mail ces GPS. Mais pour l'instant, voilà, elles sont Euh, uniquement accessibles par les membres de la SFT. Oran, je vois, en fait, quelqu'un dit dans le chat que c'est accessible et a donné le lien. Et on y accède, en tout cas la version du 8 novembre 2024. Je pense que c'est la dernière. Puisqu'on a fait un webinaire aussi pour nos membres avec un avocat de notre cabinet FIDAL, c'est ça? Oui, Je ne me trompe tout pas, à fait. Assistance juridique, oui. Le 19 novembre, on a fait tout un... Parce que c'est vrai que ces contrats que l'on envoie à ses premiers clients, enfin à son client lors des premières discussions, c'est pas évident et peu de gens les utilisent. On l'a mesuré à plusieurs reprises. Donc, le webinaire du 19 novembre avait été vraiment très utile et on essaye de voir aussi comment le rendre accessible en replay à plus de gens. Mm, mm, mm. Et on avait également des questions par rapport à étendre cette initiative. Il y avait un commentaire, voilà, les initiatives nationales sont un bon point de départ, mais il faudrait que la FIT mène une initiative semblable au niveau mondial, vu la nature internationale de notre activité. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je ne sais pas si Sandra Mouton est parmi nous, mais oui, effectivement. Après, la FIT, qui faisait partie des intervenants dans la présentation des résultats de ELIS 2025, ont souligné, enfin, John O'Shea, le président de la FIT Europe, a vraiment insisté sur le fait que c'était très important de se rapprocher des organisations syndicales pour essayer d'organiser la filière. Donc oui, il y a cette volonté de par le monde. Niveau international, on rajoute, vous imaginez, un niveau de complexité encore, puisque là, il n'y a même pas les règles juridiques nationales qui peuvent servir de base et qui s'appliquent. Mais oui, de toute façon, il y a cette volonté d'encourager les initiatives nationales et de développer ce type d'accord de branche, entre guillemets, sur l'ensemble du marché. Effectivement, on est un secteur d'activité mondial et on peut avoir des donneurs d'ordre dans d'autres pays. Ça complexifie encore la relation. Alors, on a aussi des commentaires sur le fait de ne pas réinventer ce qui existe. Si la législation française et les codes de bonne pratique de toutes les organisations étaient déjà respectés, il y aurait peu ou pas à débattre. Et ensuite, voilà, si nous avons déjà un code de déontologie SFT dont la CNET s'est inspirée en partie, pourquoi ne pas œuvrer pour l'application en vrai de ce code? Bah, encore une fois, le code de déontologie, c'est pour sa pratique personnelle, hein. Ça dit rien de la collaboration agence-freelance, enfin, indépendant, entreprise de traduction. Donc oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, toutes ces ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vise pas à remplacer un code de déontologie. Euh, C'était déjà établir la base d'un dialogue, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une prestation de service linguistique, comment la valoriser auprès de nos donneurs d'ordre. Euh, Mais, et à partir de là, bien sûr, construire des accords de branche. mais je suis assez d'accord sur le fait que chacun d'entre nous, voilà, peut se dire que relire le code de déontologie pour les indépendants, en tout cas, je vais parler que d'eux maintenant, mais que de le relire de temps en temps est vraiment fondamental. C'est pas parce qu'on l'a signé il y a longtemps qu'on s'en souvient.
Et il parle bien enfin, il est encore très très fort, les termes sont très forts, on parle bien d'intérêt de la qualité de l'exécution, dans l'intérêt de la qualité de l'exécution finale, on doit procéder comme ci, comme ça, et donc refuser, on parle de refuser des conditions inacceptables. Donc il y a déjà des petits éléments pour la pratique de l'indépendant qui sont dans le code de déontologie, et je l'ai dit, enfin, je ne peux que recommander que bah, dès maintenant, on le relise et on l'applique avec un peu plus de sérieux pour pouvoir se protéger tout simplement et enfin, voilà, montrer que on est gage de sérieux, de compétences et tout cela. Mais il ne va pas très très loin dans la collaboration. Et enfin, on veut aller beaucoup plus loin dans la collaboration sur une chaîne de valeur qui est morcelée, faite d'intermédiaires, comme vous l'avez dit tous. Oui, tout à fait. Côté CNET, c'est pareil. On va essentiellement parler de respect, respect du client, bien sûr, respect du confrère, mais aussi respect du fournisseur. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans ces bonnes pratiques. T'as d'autres questions, Aurane? Il y a des propositions. Plutôt qu'une charte, pourquoi ne pas faire une série d'articles laissés à partir de discussions à partager avec les associations sœurs et à traduire, bien entendu. Il y a une question par rapport au fait que en France, notre profession est non réglementée. Donc, Gaëlle, tu as dit peut-être tout à l'heure à ce stade. Est-ce qu'il y aurait des projets pour la réglementation de nos professions? Non, pas pour l'instant. La constitution d'un ordre, c'est assez complexe. Cette question avait été posée effectivement au RTI et Bruno Chanteau, ancien président de la SFT, était intervenu à ce moment-là parce qu'effectivement, il s'était penché sur la question. Vous savez qu'au Québec, il y a un ordre, mais c'est absolument pas obligatoire. En fait, vous pouvez exercer quand même le métier de traducteur sans être membre de l'ordre de l'OTIAC. Euh, et puis, enfin, il y a là encore beaucoup de paramètres à prévoir, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites une barrière à l'entrée? Est-ce qu'il faut un diplôme pour être traducteur? Est-ce qu'il faut, enfin, c'est pour des professions où on a des profils vraiment très variés, des gens qui viennent de filières et enfin, qui ont des parcours très, très différents, c'est assez compliqué de normer complètement le secteur d'activité. Euh, et c'est moins la tendance, effectivement, pour des activités de prestation de services, de constituer des ordres qu'on voit plutôt dans le juridique ou dans le médical. Mais pourquoi pas, hein, c'est quelque chose à explorer. Là encore, avec un solide accompagnement juridique, que vous comprenez bien que le syndicat, euh, comme Nathalie l'a évoqué, le comité directeur, c'est des bénévoles qui travaillent à temps partiel et c'est assez, enfin, c'est très très ambitieux comme projet, soit de la création d'un ordre, soit la rédaction d'une convention collective. Enfin, je pense qu'il faut vraiment réaliser ça. Et en attendant, enfin, on espère avoir envoyé le message aujourd'hui que chacun peut, à son niveau individuel, prendre des mesures et pratiquer d'une façon éthique et rentable pour soi-même. Alors, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir un cadre ultra protecteur, mais en attendant, euh, c'est à nous tous de nous responsabiliser collectivement. C'est pour ça que ce dialogue est tellement important pour qu'on comprenne bien on a tous un rôle à jouer au sein de la filière pour revaloriser nos métiers. Pas uniquement le syndicat, voilà, très descendant, c'est ce que je veux dire. Caroline dit, la création d'ordre n'a pas le vent en poupe à Bruxelles, effectivement. Il y a beaucoup de secteurs où c'est vu comme une restriction du libre accès d'exercice de profession. Mm. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions. Bah, très bien. On va vous remercier toutes et toutes pour votre participation aujourd'hui, votre engagement tout au long du projet. Et on espère que vous continuerez à participer aux discussions, voire à vous engager dans cette démarche.
On Mm. transmet, on transmet toutes ces conclusions et toute cette synthèse et on espère que ça aboutira vers un véritable accord entre nos deux organisations. Et quoi qu'il en soit, et quel que soit ce qui est fait de tout ce matériel-là par la suite, il n'empêche qu'il existe et que, encore une fois, on y revient, mais les webinaires sont accessibles. Il y a beaucoup de matière qui en est ressortie. C'est toujours instructif de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Donc, c'est toujours Mm. ça de fait et d'acquis sur cette initiative au bout d'un an de projet et à voir au bout de deux ce qui en ressortira. Merci à tous et toutes en tout cas pour votre présence à nouveau aujourd'hui. Vous recevrez prochainement le lien vers le replay et la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager autour de vous, un maximum de monde, aux confrères et aux consoeurs. Et merci encore à toutes et tous pour vos contributions, vos idées, vos suggestions. Et on vous souhaite un très bon appétit et une belle journée. Merci à tous.